Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sens Public. On est ensemble pour 90 minutes de débat, chronique et reportage, 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Et l'actu de ce 17 juillet nous emmène en Syrie où un cessez-le-feu a été décrété dans la région druze de Soueïda, une trêve obtenue par la force selon le Premier ministre israélien. Mes chers concitoyens druzes d'Israël, la situation à Soueïda, dans le sud-ouest de la Syrie, est très grave. L'armée israélienne est à pied d'œuvre, l'armée de l'air est à pied d'œuvre, d'autres forces sont à pied d'œuvre. Nous agissons pour sauver nos frères druzes et éliminer les gangs du régime syrien. Pourquoi Israël est-elle venue au secours des Druzes de Syrie? Que révèlent ces violences entre les différentes communautés du pays? À quel point le pouvoir du nouveau président Al-Shara est-il fragile? Est-il débordé par les milices islamistes qui l'ont porté au pouvoir? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, je vais vous présenter les 5 éditorialistes qui vont m'accompagner la saison prochaine. Avec eux, on va se projeter dans la prochaine année politique avec ces questions. François Bayrou passera l'automne? Le Rassemblement national sortira-t-il renforcé ou affaibli des élections municipales? Qui va remporter le match des présidentiables? À droite, nos éditorialistes ont choisi 5 dates et 5 personnalités qui marqueront l'année. On va les découvrir ensemble dans 40 minutes. Mais d'abord, la guerre en Syrie, un front supplémentaire dans lequel Israël a décidé de s'engager au Proche-Orient. Clémentine Louise. En plein direct, 7 journalistes ne s'attendaient pas à être interrompus. Des frappes israéliennes en plein cœur de la capitale syrienne. Dans l'après-midi hier, Tsahal bombarde le ministère de la Défense à Damas. L'intervention israélienne fait suite à 5 jours de conflit dans la province de Soueïda, occupée par les Druzes, une population chiite minoritaire dans un pays majoritairement sunnite. Depuis des décennies, les Druzes sont en conflit avec les Bédouins sunnites. Alors qu'en dimanche dernier, un Druze est enlevé par un groupe armé bédouin, des affrontements éclatent entre les deux communautés. Dès le lendemain, le pouvoir central intervient pour reprendre par la force le contrôle sur cette province dissidente. En 5 jours, plus de 500 personnes, Druzes, Bédouins et membres de l'armée sont décédés. Ce que nous observons, c'est une façon d'utiliser la force pour incorporer Soueïda et d'autres régions de la Syrie sous le contrôle du gouvernement central. Mais la force seule ne peut pas apporter la paix. Il faut davantage de négociations pour parvenir à un accord avec la communauté druze. Le pire scénario serait une fragmentation totale à l'intérieur de la Syrie et l'effondrement de la légitimité du gouvernement actuel. Si Israël intervient dans ces affrontements, c'est parce qu'une partie de la communauté druze vit en territoire hébreu. Historiquement, Israël défend cette population alliée. Nous nous sommes engagés à protéger les habitants druzes. Nous le faisons par des opérations intensives. J'espère que nous n'aurons plus à intervenir. Mais ce n'est pas la seule raison du soutien d'Israël à cette population dissidente. Benyamin Netanyahou craint que le gouvernement syrien reprenne le contrôle sur l'ensemble de son territoire, et notamment sur le plateau du Golan, qu'Israël occupe aujourd'hui en grande partie. Ce matin, l'armée syrienne s'est retirée de la province de Soueïda. Mais Israël se dit prêt à intervenir si la communauté druze est à nouveau en danger. Et on se demande pourquoi Israël bombarde aussi la Syrie avec mes invités à la Condemanie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste à Libération, spécialiste du Moyen-Orient. Antoine Basbous, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, politologue associé chez Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. J'accueille Guillaume Perrier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes grand reporter au magazine Le Point. Et Tam Tranu, bonsoir Tam. Bonsoir, éditorialiste politique. On peut peut-être... Alors évidemment, la Syrie, c'est un pays complexe et je sais que grâce à vous, on va réussir à s'y retrouver, à mieux comprendre ce qui se passe. Peut-être à la Condemanie, pour commencer, essayons de décrire ce qui s'est passé. Qui sont les protagonistes des violences de ces derniers jours? Les protagonistes, ce sont évidemment les habitants de cette mine de la région de Soueïda, qu'on appelle la montagne druze, Oui. Jebel Druze. Donc une région à majorité druze, où il y a aussi des chrétiens et d'autres, et des bédouins sunnites. Et puis les forces gouvernementales du nouveau pouvoir syrien. C'est un triangle. Il y avait des combats entre les Bédouins et les Druzes, et les forces gouvernementales sont intervenues. Les Bédouins et les Druzes, comme on dit, c'était... Bon,
ce sont des querelles historiques depuis toujours. Il y a des histoires entre, comme on dit un ami druze, entre des bergers et des agriculteurs, parce que les moutons vont manger les cultures. Donc, c'est un peu... Donc, ça peut faire à chaque fois 3-4 morts. Hein. Ça a toujours été comme ça. Donc. Mais bon, là, ce qui a donné beaucoup plus d'ampleur à l'affaire, c'est évidemment que le pouvoir à Damas a profité de l'occasion, a essayé pour reprendre le contrôle de cette région qui se rebelle depuis un moment, hein, même contre le pouvoir de Bachar el-Assad. Ils avaient un petit peu d'autonomie. Mais bon, il y a un côté rebelle. Ils veulent un petit peu manipuler aussi, on va dire. Oui, évidemment. Et ça pose, et c'est pour ça que ce débat est passionnant, ça pose la question de l'unité de ce territoire et donc de cette complexité. Il faut rappeler, je ne vais pas pouvoir citer toutes les communautés qui existent en Syrie, les musulmans, les druzes, les alaouites, les chrétiens, les kurdes, il y en a encore d'autres. Antoine Bazbouz, le pouvoir actuel qui est incarné donc par Ahmed Al-Sharaa, merci. Est-ce qu'il reflète ce kaléidoscope ou est-ce que c'est impossible de refléter ce kaléidoscope? Non, il aurait pu y avoir un pouvoir inclusif qui représente vraiment toutes les composantes. La Syrie est plurielle. Or, ce pouvoir qui vient d'Idlib, une province lointaine aux frontières de la Turquie, s'est déporté à Damas en pensant que Damas et la Syrie, c'est comme Idlib. Et donc, il n'y a pas eu d'inclusion. Donc, c'est d'abord un pouvoir islamiste? C'est un pouvoir, évidemment, son ADN est islamiste, elle est djihadiste. Son chef est pragmatique, il est ambitieux, il a mis beaucoup d'eau dans son vin et lui, il a su s'adapter. En revanche, tous ceux qui l'ont amené à Damas n'ont pas la même faculté, la même souplesse d'esprit. Pour eux, il y a les fidèles, les infidèles, les croyants et les mécréants, les druzes, les alaouites, les chrétiens, les kurdes sont plutôt mécréants. Et donc, du coup, il faut les convertir. Quelque part, il y a cet aspect rigide, radical des troupes qui sont autour de Sharaa. Il n'a pas réussi à leur inculquer sa souplesse et son changement de ton. Et Guillaume Perrier, peut-être qu'on peut revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire que depuis que Al-Sharaa est au pouvoir, il y a eu d'autres exactions, d'autres minorités qui ont été visées, parfois massacrées par ces milices islamistes qui avaient porté cet homme au pouvoir. Bien sûr, il faut se rappeler de ce qui s'est passé au mois de mars, notamment sur la côte méditerranéenne, dans les régions à majorité alaouite, où il y a eu des massacres assez importants, alors qu'il là aussi partait d'un incident territorial assez délimité, puis qui ont pris une ampleur comme ce qu'on voit aujourd'hui à Souaïda, qui ont pris une ampleur quasiment nationale avec l'arrivée de ces brigades que M. Bazbouz décrivait depuis le nord, depuis Idlib, depuis d'autres régions, et qui sont arrivées avec cette idéologie, effectivement, avec ces préjugés propres aux mouvements radicaux islamistes, et qui se sont... je dirais, vengés de décennies d'oppression par la minorité alaouite instrumentalisée par le régime Assad. Donc il y avait une superposition de tous ces facteurs à ce moment-là. Donc on peut citer effectivement le mois de mars et les massacres d'alaouites, maintenant les druzes, et puis voilà, la question des Kurdes va sans doute se poser aussi à un moment. Oui, on en parlera à la fin de ce débat de la communauté kurde. Comme on le disait, la Syrie est une mosaïque. La Syrie est extrêmement plurielle, qui a été dirigé longtemps par un État unitaire extrêmement centralisé. Et ce modèle-là, finalement, qui devait être questionné par le nouveau pouvoir, ne l'a pas vraiment été. Je crois que c'est un peu aussi une des questions qui se posent aujourd'hui. Ouais. Mais alors, la question, elle va évidemment vous choquer parce qu'on sort de décennies de dictature. Mais est-ce qu'il faut forcément un pouvoir central ultra fort pour que ces minorités puissent s'entendre, quoi? C'est une vraie question. Maintenant, ces minorités sont en train de réclamer, revendiquer plus ou moins une décentralisation. Alors pour les Kurdes, c'est carrément un fédéralisme, etc. C'est vrai que dans l'histoire de la Syrie moderne, ça n'a pas existé. Et puis ça pose plein de questions problématiques quand même. Cette relative autonomie, le degré d'autonomie, sachant qu'on est quand même dans un environnement sous influence. C'est-à-dire que éventuellement une petite région autonome
druze serait vraiment sous l'aile israélienne. Est-ce qu'une région alawite... Non, c'est pas ça. Est-ce qu'au nord... bon, enfin, il y a quand même des jeux d'influence qui peuvent être inquiétants. Oui, ça peut arranger beaucoup de pays autour que la Syrie soit la plus éclatée possible. Oui, au moins où il y a toujours aussi ce spectre qu'on répète de l'État des petites communautés, des États vraiment communautaires. Un État alawite, ça existait depuis le mandat français, cette tentation. Oui. On dit que les Israéliens seraient très favorables à ça. Enfin, remettre en question la Syrie centralisée et la Syrie plurielle, après tout, le reste de la Syrie n'est pas homogène non plus. Il y a des chrétiens partout, il y a des Kurdes partout, à Damas, à Alep, ils ne sont pas concentrés chez eux. Même des Druzes ailleurs que à Soueïda. Donc bon, c'est vraiment poser la question, une question très confuse. Alors, on va se concentrer à la fois sur la communauté druze et sur l'influence et la décision d'Israël d'intervenir dans ce conflit. Cessez-le-feu qui a été décrété et pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, obtenu par la force. On l'écoute. Mes chers concitoyens druzes d'Israël, la situation à Soueïda, dans le sud-ouest de la Syrie, est très grave. L'armée israélienne est à pied d'œuvre, l'armée de l'air est à pied d'œuvre, d'autres forces sont à pied d'œuvre. Nous agissons pour sauver nos frères druzes et éliminer les gangs du régime syrien. Et j'accueille Steve Jourdain. Bonsoir Steve, avec une question très simple. Qui sont les Druzes ? C'est une minorité ethnique et religieuse extrêmement attachée à son identité, Thomas. Ses membres ont leur propre religion qui est le résultat d'une scission avec l'islam chiite au XIe siècle. Ils ont leurs dogmes, leurs livres sacrés, leur morale, leur vision du monde, leurs rites. Tout cela est d'ailleurs entouré d'un voile de mystère, car leur religion est gardée secrète par ses initiés. Quelques éléments tout de même, Thomas. Les Druzes croient en la réincarnation. Selon eux, elle se fait d'être humain à être humain, pas avec n'importe qui, seulement de druze à druze. On parle en effet, Thomas, d'une communauté très fermée. Aucune conversion n'est possible. Tout prosélytisme est interdit. Les mariages en dehors de la société druze sont également proscrits. En d'autres termes, on ne devient pas druze, on est druze. Et combien sont-ils ? Où se trouvent-ils au Moyen-Orient ? Ils sont plus d'1 million répartis sur plusieurs pays. On va voir les cartes. On va commencer par la Syrie. C'est ici qu'ils sont les plus nombreux. On compte environ 700 000 Druzes, principalement dans la région du Jabal al-Druze. C'est dans le sud, la montagne des Druzes en français. C'est une zone qui se trouve dans la province de Soueïda. La ville de Soueïda compte à elle seule environ 150 000 habitants. On trouve aussi 200 000 Druzes au Liban, principalement dans le centre montagneux, ainsi que quelques dizaines de milliers en Jordanie. Et puis on va parler évidemment d'Israël, avec donc cette question à laquelle la carte répond sur le nombre de Druzes dans l'État hébreu. 153 000 Druzes en Israël, effectivement, selon un dernier recensement, c'est une toute petite communauté. On les trouve dans le nord du pays, principalement dans des villages de Galilée et du Mont Carmel. Ils jouissent de la pleine citoyenneté et servent dans l'armée israélienne. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs morts dans la guerre qui oppose actuellement Israël au Hamas à Gaza. Oui, et puis il y a aussi une particularité dont il faut parler, c'est le plateau du Golan. Oui, cette région conquise par Israël en 1967. Dans cette région, il y a environ 30 000 Druzes. La majorité d'entre eux n'ont pas accepté de prendre la nationalité israélienne qui leur a été offerte. Seuls 20% d'entre eux ont dit, seulement 20% d'entre eux ont dit oui. Les autres sont restés fidèles à leur patrie d'origine, la Syrie. Ce sont principalement ces Druzes qui aujourd'hui ne supportent pas de voir leurs frères se faire massacrer par des milices de l'autre côté de la frontière. Il faut comprendre qu'entre le Golan et Soueïda, le théâtre des violences de ces derniers jours, Thomas, il n'y a que 100 petits kilomètres. Oui, en voyant cette carte, on pourrait avoir l'impression que c'est beaucoup plus vaste. C'est 100 kilomètres entre les deux régions. Merci beaucoup, Steve, pour toutes ces informations et ces cartes qui, évidemment, sont toujours importantes pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. En plongeant dans cette actualité, Antoine Basbous, je me suis dit, est-ce qu'Israël est en train de se transformer en gendarme de la région ? Israël est sous de sa puissance. Israël est allé frapper Téhéran, l'Iran. En 12 jours, ils ont plié, ils ont détruit beaucoup d'infrastructures militaires, civiles, tué au moins une trentaine de généraux, une vingtaine de scientifiques du nucléaire. Bref, Israël a décapité le Hezbollah et là,
ils n'ont pas écouté, les Israéliens n'ont pas écouté Washington, qui leur a demandé il y a 2 jours de ne pas bombarder. Ils sont allés bombarder. Ils ont même frappé le périmètre direct du palais présidentiel, détruit le ministère de la Défense, le siège, le QG de l'armée. On a vu les images impressionnantes. Tout à fait. Et au cœur de Damas, quoi. Au cœur de Damas, place de des Omeyyades, donc vraiment au cœur de Damas. Et là, ils se sentent pousser des ailes, et personne ne les retient. Et donc, du coup, Netanyahou a tordu le bras à la Maison-Blanche en frappant si fort et en imposant un cessez-le-feu que le président syrien par intérim n'a pas pu le refuser. En revanche, il a été extrêmement habile dans la communication pour vendre ça comme un geste généreux de sa part pour sauvegarder l'unité de la Syrie. Mais Israël, ce faisant, il a agressé un voisin, il aurait pu soutenir les Druzes, mais je ne crois pas qu'il faut être vraiment naïf pour penser que juste il y a le soutien des Druzes pour ne pas être massacrés. Je crois que le plan israélien n'est pas celui des Américains. Israël voudrait avoir, comment dirais-je, investir dans la mosaïque syrienne de sorte qu'il y ait un Druzistan, un Kurdistan, un Alaouistan. Et de ce fait, ils ont un plan pour créer le couloir de David, c'est-à-dire de prolonger un couloir entre la région druze et la région kurde, de sorte à désenclaver les 3 Kurdistans, Syrie, Irak, Turquie, et leur offrir un port en Méditerranée, le port de Haïfa. C'est ça le plan oui, ce qui est israélien. Intéressant, on voit vraiment, effectivement, alors avec un Benjamin Netanyahou qui ne voit pas qui ou quoi, ce qui pourrait l'arrêter et qui, effectivement, pousse ses pions dans la région. Vous vouliez intervenir, Tam? Oui, une question sur le fait qu'il y a eu de nombreuses frappes israéliennes sur la Syrie depuis décembre 2024. On n'est pas au début de ces frappes. Est-ce que, quel est l'état des relations? On a eu l'impression qu'il y avait eu un moment où ça s'était un petit peu calmé au printemps. Est-ce que cette frappe peut laisser augurer une poursuite? Comment l'analyser? Peut-être Ala Kodmani pour commencer, puis vous pourrez continuer. Comme expliquait Antoine Basbous, les Israéliens ont vraiment open bar dans la région. Ils se sentent tout permis. Parce que les Américains n'arrivent plus à les freiner, d'une certaine façon. Non, personne, n'arrive pas, ne veulent pas. Ils ne veulent pas, vous avez raison. La bonne formulation, c'était ne veulent pas. S'ils le veulent, ils le pourraient. Oui. Non, mais ils ont commencé déjà dès le changement de régime à Damas. Leur souci, et ils ont frappé dès le premier jour ce qu'il restait des moyens de l'armée syrienne, qui sont vraiment pas très brillants. Ils se méfient de ce pouvoir islamiste djihadiste. Cela dit, Ahmad Shara ne cesse de donner des signaux pour expliquer que vraiment, il n'a pas aucune intention belliqueuse vis-à-vis des Israéliens. Non seulement il n'a pas d'intention, mais il n'a surtout aucun moyen de pouvoir, Il y a une extrême asymétrie, de pouvoir constituer le moindre danger vis-à-vis d'Israël. Mais là, les Israéliens sont en train de prendre avantage encore plus. Ils veulent en fait contrôler le sud syrien de loin, comme ils contrôlent le sud libanais d'ailleurs. Garder la main dessus. À un moment donné, je ne sais plus lequel des ministres a dit « pas un homme armé au sud de Damas ». C'est quand même ça. Alors, je ne sais pas s'ils arriveront à... Je reviens vers vous après, mais Guillaume Perrier, il y a effectivement la question que posait Tam était très... Il y a eu, ou il y a, je ne sais pas, est-ce qu'on peut encore en parler au présent, des tractations, des discussions entre des émissaires israéliens, des émissaires syriens. On essayait plutôt d'avancer ensemble. La semaine dernière, il y a eu une rencontre à Bakou, en Azerbaïdjan, entre des membres des services israéliens et syriens. Donc il y a des rencontres au plus haut niveau politique. On a vu aussi dans les rues de Tel Aviv cette affiche faisant la promotion de l'Alliance d'Abraham, sur laquelle figurait Ahmed al-Shara. Donc on voit bien qu'il y a toutes les raisons objectives de les placer dans le même camp aujourd'hui, Shara et Israël. Israël s'est débarrassé même après les frappes contre la capitale. Mais encore une fois, non, évidemment, ça va changer un petit peu les choses. Mais encore une fois, le principal objectif d'Israël, c'était de débarrasser le territoire syrien de la présence iranienne. Ça a été accompli. Aujourd'hui, Shara n'est pas un obstacle à cet objectif. Donc on voit bien que dès le premier jour, il y a eu une volonté d'affaiblir l'armée syrienne en tant que telle, pour éviter qu'elle ne puisse tomber dans des mains ennemies. On voit qu'aujourd'hui, Israël a effectivement
non pas la prétention d'être le gendarme, mais plutôt de semer le chaos pour mieux contrôler ce qui se passe en Syrie. On est plus dans le chaos que dans une notion de rétablir l'ordre. Et comme on le disait tout à l'heure, ce contrôle du sud de ce corridor est extrêmement important, extrêmement stratégique. Et c'est pour ça qu'il y a cette instrumentalisation d'une partie de la minorité druze. Là, je voudrais quand même insister sur quelque chose, c'est que à écouter les discours israéliens, on a l'impression que la communauté druze est parfaitement unie, homogène et attendait les frappes israéliennes. Et sous cette protection des Israéliens. Aujourd'hui, les chefs tribaux druzes sont extrêmement divisés. 3 des principaux chefs tribaux soutiennent effectivement un conseil militaire qui serait plutôt allié à Israël et qui ne veut pas être sous les ordres de Damas. 2 autres, tout aussi importants, voire plus, sont eux plutôt ralliés à Damas et ne veulent pas entendre parler d'une protection israélienne. Et on a vu aujourd'hui qu'il y a même eu la profanation de la tombe d'un cher druze très important par la tribu adverse. Donc on voit que c'est d'abord aussi... Entre druzes, bien sûr. Il y a d'abord... Je parlais de complexité de la Syrie. Au sein de la communauté druze, une différence d'approche politique, certains étant beaucoup plus syriens par identité que les autres. Ouais. Et alors, je reviens avec des questions qui sont des questions de non-spécialistes. On assume complètement ce rôle sur ce plateau. Et effectivement, je pose la même question sur ce que changent les frappes israéliennes à cette relation, alors qui était asymétrique, mais quand même, peut-être chacun trouvait son intérêt entre le nouveau président Al-Shareh et le pouvoir de Netanyahou, de l'autre côté. Écoutez, la réalité, c'est que cette frappe, les frappes d'hier constituent une humiliation suprême pour le chef de l'État syrien par intérim. Et de ce fait, je me demande si, d'abord, il va pouvoir se maintenir parce qu'il peut être dépassé, débordé sur sa droite en l'accusant de faiblesse, alors qu'il n'a aucun moyen pour répliquer. Et d'autre part, est-ce que ces négociations de paix qui sont sous le radar, qui sont passées aux Émirats, qui sont passées en Azerbaïdjan, vont pouvoir se poursuivre? Est-ce que le rendez-vous de la Maison-Blanche en septembre prochain va pouvoir se tenir? Qu'est-ce qui devait se passer? Netanyahou et El-Shara, à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, devaient se rendre à Washington pour se serrer la main devant le président Trump et prendre une photo. Donc c'était ce qui relançait en quelque sorte les accords d'Abraham, c'est-à-dire un petit peu, est-ce que c'est simplificateur ce que je dis? Il ne pouvait pas signer comme les autres tant que des parties de son pays sont occupées, et Israël ne compte pas libérer ces territoires occupés sur le Golan qui ont été rajoutés, auxquels Israël a rajouté 600 km² et le mont Hermon, le sommet le plus élevé de la région, mais il pouvait y avoir une déconflexion en quelque sorte, un statut pré-accord d'Abraham. Donc je pense que maintenant Shara est menacé de l'intérieur, il est affaibli et il ne pourra plus accomplir ce geste-là, mais peut-être que Netanyahou voudrait instaurer le chaos en Syrie en suscitant des vocations kurdes, alaouites, druzes, ainsi de suite. Et le pouvoir de ce nouveau président, du président Al-Shareh, il dépend aussi de la situation économique du pays et donc des sanctions. On va avec vous, Tam, parler de cette levée de nombreuses sanctions par les États-Unis et par l'Union européenne d'ailleurs. Oui, l'objectif, c'est de faciliter la reconstruction d'un pays en lambeaux après 14 ans de guerre civile, stabiliser la région. Rapidement après l'arrivée au pouvoir d'Al-Shareh, l'Union européenne et les États-Unis décident de lever progressive de sanctions, d'abord temporaires, notamment dans les domaines du transport et l'énergie. Mais voilà que le 13 mai, Trump annonce avec fracas la levée totale des sanctions économiques américaines. Les 27 emboîtent le pas. Une semaine plus tard, dans une accélération soudaine, une succession de gestes forts qui témoignent de la volonté de soutenir le régime de transition. Une vraie rupture historique quand on se rappelle que la Syrie des Assad vivait depuis 1979 sous le poids des sanctions américaines, encore renforcée pendant la guerre civile. Une levée de sanctions qui est capitale au niveau économique. Elle permet le dégel des avoirs de la Banque centrale syrienne, donne au nouveau régime l'accès au système bancaire international et permet l'arrivée d'investisseurs
internationaux. Mais alors cette levée de sanctions, il faut préciser, elle n'est pas totale et elle est assortie de conditions. Voilà, pas de chèque en blanc. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a ainsi résumé la décision, je la cite, est réversible et conditionnée à des progrès. Les sanctions qui visent d'anciens responsables du régime d'Al-Assad sont maintenues, celles sur l'interdiction de vente d'armes aussi. Et puis cette levée de sanctions doit être aussi un levier, une carotte, alors que la pratique du pouvoir est surveillée, notamment sur le respect des minorités. Et c'est bien sur ce sujet que le bas blesse. L'épisode sanglant des derniers jours n'est donc pas le premier, on l'a dit. Massacre dans la communauté alaouite début mars sur la côte syrienne. Plus de 100 personnes tuées dans la communauté druze au mois de mai. Les minorités ethniques et religieuses craignent plus que jamais pour leur avenir dans ce pays où tout est très précaire. D'où cette question, faut-il aider un nouveau pouvoir fragile, que l'on connaît peu, auquel on fait très modérément confiance? La légitimité d'Al-Shara est contestée. Il a accédé au pouvoir à la tête d'une coalition islamiste. Et à cette question, la France, pour l'instant, a répondu oui. La France a été aux avant-postes sur ce sujet. En coulisses, les Français et les Allemands ont œuvré en faveur de la levée des sanctions européennes. Et puis on se rappelle qu'Emmanuel Macron a accueilli dès le 7 mai Ahmed Al-Shara à l'Élysée. Est-ce une ouverture, un début de dialogue? Est-ce une vraie légitimation? Du côté de l'Élysée, on plaide que c'est indispensable pour influer la transition syrienne en cours, pour peser donc. Un choix périlleux si le régime ne tient pas ses promesses. On dira alors que la France a déroulé le tapis rouge au nouveau bourreau de la Syrie. Elle l'avait déjà fait en 2008 sous Nicolas Sarkozy avec Bachar al-Assad et on se rappelle la suite. Alors, Hala Cohn-Bendit, votre avis, est-ce qu'il fallait lever ces sanctions finalement aussi vite? Est-ce que c'était indispensable pour le peuple syrien? Indispensable, bien sûr, parce que vraiment le pays était étranglé, la population syrienne était à genoux. Il manquait de tout, il n'y avait pas d'électricité, même la farine, enfin c'était vraiment... non, il y avait de la faim, je crois que 90% vivaient sous le seuil de pauvreté des Syriens. Donc oui, bien sûr, et c'était essentiel, et ça a eu un effet... On en voit les effets rapidement. Très vite, très vite, ça a été vraiment un coup de baguette magique. D'autant plus que, bon, le Qatar est venu verser les salaires des fonctionnaires, enfin, il y a eu vraiment... Là, Ahmed Al-Shara a eu beaucoup de chance, on va dire. Il a eu un soutien massif, que ce soit la levée des sanctions et l'apport des pays du Golfe notamment, y compris aussi plein d'investisseurs syriens à l'étranger, etc. Non, il y a eu vraiment un vrai boost avec cette décision de lever des sanctions. Et il croyait que il croyait vraiment à la clé économique. Il a travaillé dessus dès les premiers jours. C'était l'obsession. Tout le monde était là, je sais, au mois de décembre à Damas et jusqu'au mois d'avril, c'était... Ils vont lever les sanctions, ils vont lever les sanctions. Il faut que cet argent revienne, quoi. Non seulement ça, c'était absolument vital pour pouvoir démarrer. Les forces de sécurité n'étaient pas payées. Donc, une partie des pillages... Quand la zone alaouite a été attaquée, c'était aussi beaucoup des pilleurs. Et tout le monde disait, première chose, ils allaient piller. Donc, ils n'étaient pas payés. C'était quand même le nerf de la guerre, c'est le cas de le dire. Donc, c'était absolument essentiel. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas privilégié trop le côté économique sans prêter suffisamment d'attention à l'autre volet absolument vital, c'est de contrôle sécuritaire, le contrôle des troupes. Il ne domine pas. Oui. Et c'est là qu'il vient de prendre une grosse claque. Oui, effectivement. C'est déjà révélé en mars avec les massacres de la côte. Et là, c'est pratiquement le même scénario qui s'est déroulé. On y reviendra sur la fragilité de son pouvoir et sa capacité à maîtriser effectivement ces milices islamistes. Mais sur l'aspect économique, Guillaume Perrier, le pays était exsangue. À quel point va-t-il mieux ? Vous voyez ce que je veux dire? En 6 mois, on ne peut pas accomplir des miracles, mais disons, l'appel d'air qu'il y a eu après le 8 décembre a été, comme disait Alain, un élan vital pour la Syrie et pour les Syriens. Il faut vraiment se rendre compte que les sanctions qui étaient imposées faisaient que les Syriens vivaient avec... un peu hors du temps. Damas était... je me suis intéressé à une histoire assez particulière, c'était les vendeurs de voitures, par exemple. Et il faut se rendre compte que quand on arrive à Damas après le 8 décembre, vous ne pouviez pas trouver à Damas une voiture plus récente que 2011, sauf chez quelques dignitaires proches du régime Assad qui, eux, avaient des passe-droits. Mais sinon, voilà. Et donc, il y a eu une espèce de ruée vers les voitures neuves, là, après le 8 décembre, qui fait que maintenant, quand vous vous promenez dans le
centre de Damas, il y a des vendeurs de voitures un peu partout. Bon, c'est une des manifestations de ces choses. C'est assez visuel et symbolique. Ouais. Les bananes, par exemple. Les Syriens à Damas n'ont pas mangé de bananes entre 2012 et 2025 parce que les routes d'importation étaient rendues impossibles. Ça, aujourd'hui, c'est possible. Donc, l'autoroute qui vient du nord de la Turquie a amené beaucoup de choses. Donc, oui, il y a aussi la question de la monnaie, qui est un problème évident. Mais pour revenir sur cette question des sanctions, je crois qu'il y a un petit détail qui me semble intéressant pour raccrocher avec ce qu'on disait tout à l'heure. Quand Donald Trump a annoncé la levée des sanctions, c'était juste après avoir reçu Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Et si vous avez fait un peu attention à... Alors, il fait souvent ce genre de mise en scène, mais... Après avoir reçu Netanyahou, il a dit devant des journalistes et des caméras que c'était Netanyahou qui avait demandé la levée des sanctions de la Syrie. Donc voilà. Donc, à la détente mais ça montre aussi ce double discours que peuvent tenir les Israéliens. D'un côté, en étant quand même tenus de négocier avec ce nouveau pouvoir, et puis d'un autre côté, en étant obligés pour son opinion publique de montrer une fermeté. Et on va ouvrir le dernier chapitre plus politique et militaire d'une certaine façon en écoutant justement le nouveau président syrien qui commente, c'est aujourd'hui le retrait des troupes gouvernementales de cette région druze de Soïda. Nous avons dû confier à certaines factions locales et à des cheikh religieux la responsabilité de la sécurité à Soïda et nous affirmons que cette décision vient de notre profonde conscience de la gravité de la situation sur notre unité nationale et pour éviter que le pays ne glisse dans une guerre à grande échelle qui pourrait l'éloigner de ses objectifs plus importants de rétablissement après la guerre dévastatrice et d'autres problèmes sociaux laissés par l'ancien régime. La protection des minorités, est-ce que c'est un test majeur pour le nouveau président syrien? Je ne suis pas sûr qu'il soit conscient de cela. Pour lui, c'est le modèle turc où Damas, la capitale, centralise tous les pouvoirs et puis il va sélectionner un kurde, une chrétienne, un druze à sa main, un alawite à sa main pour les placer dans son gouvernement. Mais ça ne représente pas la conscience de ces minorités. C'est un vrai problème. Et là, il a rempli un vide, il a tout de suite donné sa version de ce qui vient de se passer, il a privilégié dans un génie de communication, il est très fort en communication, il a privilégié l'unité nationale au détriment d'autres choses en lâchant en quelque sorte aux Druzes l'autonomie et le contrôle de leur territoire. Mais ça cache une humiliation suprême qu'il a reçue hier. Oui. À quel point est-il fragile aujourd'hui, Ahmed Al-Shara, votre avis à la Kouadmani? Peut-être d'ailleurs, je vais préciser un peu ma question, parce qu'on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans le débat, mais parce que son armée est encore plus affaiblie par les frappes israéliennes de ces derniers jours. Ça rentre en ligne de compte aussi. Il faut juste dire qu'il n'y a pas une véritable armée syrienne aujourd'hui. Ouais. On n'est pas dans... Et là où il est un peu... Mais quand on voit les images de chars qui sont frappés par les Israéliens... Bien sûr, il y a des chars, il y en avait beaucoup. Hein. Bon. Donc bon, il reste des chars, on peut toujours... Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'armée nationale syrienne sous le contrôle. Il se sert de ces miliciens, enfin de ces groupes armés qui étaient à Idlib. L'armée était déjà lâchée pratiquement. Il y a eu un processus de réintégration de ceux des anciens. Et surtout, il refuse complètement d'intégrer les officiers et tous ceux qu'on appelait de l'armée syrienne libre qui s'étaient opposés et qui avaient fait défection de l'armée de Bachar el-Assad. Or, ces gens-là sont des vrais professionnels, des gens qui connaissent... Mais c'est une méfiance. Pourquoi ? Là, il a peur. Là, il a peur pour son pouvoir. Parce que parmi eux, il y a des généraux, parmi eux... un coup d'État militaire peut partir, là. Donc, il essaye vraiment. Et ça, c'est vraiment le nœud du problème. Tant qu'il n'aura pas d'armée nationale véritable pour... que ce soit faire de l'ordre à Soïda ou à Damas ou ailleurs ou à la frontière, ça ne pourra pas aller.
Allez-y. Et je dirais que c'est le nœud du problème depuis le premier jour, depuis les premières heures. C'est-à-dire que dès l'annonce de la chute du régime le 8 décembre, la question de l'armée et de qui va contrôler quoi s'est posée tout de suite. Mais ça veut dire que chaque chef de milice, pardon d'employer des termes qui ne sont peut-être pas exactement les bons, mais a son autonomie et fait un peu ce qu'il veut? Alors, bien sûr, c'est ce qu'a été obligé en partie de concéder Chara, par exemple en accordant des postes de gouverneur militaire à d'anciens miliciens pro-turcs qui appartenaient à l'armée nationale syrienne. Alors, ce qu'on appelle l'armée nationale syrienne, mais qui n'est ni nationale ni syrienne, voilà, qui est une milice de mercenaires pro-turcs qui étaient également sous sanctions américaines pour toutes sortes d'exactions et qui maintenant ont obtenu pour certains le titre de gouverneur militaire, par exemple dans la province de Hama, qui est une région stratégique. Il a également intégré d'anciens djihadistes originaires d'Asie centrale, de Chine ou d'autres pays. Donc il y a aussi la question des étrangers qui se posent dans l'armée syrienne. Donc il a été obligé, pour constituer une force capable de tenir le pouvoir, d'accepter de faire des compromis avec des factions encore plus radicales qui ne sont pas nécessairement sous son contrôle. Dernier thème, rapide, il nous reste peu de temps malheureusement, Antoine Basbous, les territoires tenus par les Kurdes en Syrie. Alors, ils sont plus puissants militairement, donc est-ce qu'il y a un risque que ce soit le prochain front ou le prochain déferlement de violence dans le pays? J'ai le sentiment qu'après les épreuves du pays alawite et de Souaïda, aujourd'hui avec les Druzes, ils ont un peu de temps devant eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dynamique qui envoie ces djihadistes de Sharar, de HTS ou HTC, contrôler la zone contrôlée par les Kurdes. Mais la menace pour les Kurdes, c'est qu'ils dominent un territoire qui englobe énormément de tribus arabes. Est-ce qu'il va soulever les tribus arabes contre les Kurdes? Mais je crois que la dynamique aujourd'hui n'est pas celle-là, puisqu'il a pris une grosse claque et qu'il va falloir maintenant retomber sur ses pieds et chercher à intégrer les uns et les autres dans son pouvoir, sinon il est isolé, il est affaibli, il est humilié. Votre avis là-dessus, Guillaume Perrier? Non, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que la menace existe. La volonté d'en découdre au sein de ces brigades radicales islamistes existe également. Pour l'instant, elles sont plus radicales que le président Al-Chareh. Oui, c'est ça. On peut comprendre. Voilà. Alors, jusqu'à quel point il les retient, jusqu'à quel point il joue aussi de cette radicalité, parce que le non-contrôle de ces brigades peut aussi être un argument pour dire bon, soutenez-moi, sinon je lâche les troupes. Voilà. Donc la menace existe clairement. Il y a en ce moment des tentatives diplomatiques poussées par les États-Unis pour essayer de parvenir à un accord entre Chara et les Kurdes pour que les forces kurdes soient intégrées à l'armée nationale syrienne. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Mais voilà, il va encore y avoir plusieurs étapes diplomatiques avant une possible confrontation. Allez, une dernière question, Tam, et ensuite on comprend. On a beaucoup parlé des faiblesses d'Al-Shara. S'il tombe, par quoi peut-il être remplacé? Peut-être Allah, Kodmani. Justement, je crois que c'est pour ça que le monde est tout à fait conscient. Et c'est pour ça que les Européens, à commencer par la France, les pays arabes, etc., le soutiennent malgré tout et n'ignorent pas toutes ses faiblesses, parce que c'est le chaos. Et c'est un chaos tout à bien pire que ce qu'on a connu en Syrie auparavant. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Il est là, il a pris les choses, il est en train de s'améliorer, on va dire, de s'arranger. Il faut lui donner les moyens, le temps, etc. J'ajouterais qu'à la fin de l'histoire, au bout de 14 ans de guerre civile, de décennies de dictature, ce qui est en train de se passer, évidemment, est grave, mais... C'était sans doute inévitable, oui. Prévisible. Prévisible, en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce débat. À la Kodmani, on vous dit évidemment dans les cônes de Libération et Guillaume Perrier dans l'Hymno Banner. Le point, à très bientôt sur Public Sénat.